Bonjour à tous, bienvenue dans le CQFR. Nous sommes le mardi 30 juillet, les Bleus affrontent le Japon cet après-midi pour leur deuxième match de poule dans le tournoi olympique. On y viendra tout à l'heure en évoquant ce que j'attends personnellement de l'équipe de France, modestement, ce que je pense beaucoup de gens attendent pour ce deuxième rendez-vous dans le tournoi après la victoire contre le Brésil. Mais avant ça, il y avait quand même une autre équipe de France qui était en action hier et dont je voulais parler avec vous. L'équipe de France féminine qui a coché pas mal de cases finalement en dominant très nettement le Canada 75-54 pour son entrée en matière. Une entrée en matière très propre dont personnellement, honnêtement, j'osais à peine rêver parce que le Canada est normalement un adversaire coriace, parce qu'il y avait quelques interrogations chez les Bleus malgré une préparation plutôt réussie sur le plan des résultats. Mais à part le premier carton où les Canadiennes ont mené de 3 points à la fin de ce carton, il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match, les Françaises ont été dominatrices. Elles se sont appuyées sur leur défense. Le deuxième carton a été assez invraisemblable, pour pas dire surnaturel. Les Canadiennes ont marqué 2 points, un seul panier marqué, et ont subi un 23-2 qui a évidemment déterminé la dynamique de la rencontre pour la suite. Et les Bleus ont bien géré leur avantage après. Que dire de cette rencontre? Je trouve que on a vu un bon visage, on a vu un visage solide de la part des Françaises. Elles ont plutôt bien partagé le ballon, parce que les 11 joueuses utilisées par Jean-Aimé Toupane ont marqué au moins un panier. Il n'y a pas eu de one-woman show, ce qui est généralement, à mon sens, une bonne nouvelle quand il y a une victoire de 21 points au bout. Ça veut dire que tout le monde y a contribué et que c'est une victoire collective. Donc les feux sont clairement ouverts contre un adversaire que j'attendais moins en difficulté. Alors je préfère quand même être prudent, parce que j'attendais pas le Canada autant en difficulté, mais c'est aussi bien dû à la bonne prestation des Bleus, qui encore une fois ont été très bonnes, qu'à leur propre difficulté, parce que les Canadiennes ont perdu 25 ballons, ont shooté à 32%, et à ce niveau c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. On n'a pas vu la domination intérieure supposée chez les Canadiennes avec Kayla Alexander et Nathalie Echenois, qui sont des joueuses bien connues en France. Le bas court a été faiblard, donc les Bleus ont parfaitement exploité toutes ces difficultés canadiennes pour l'emporter largement. Je voulais parler un peu des individualités aussi. J'ai envie d'en ressortir 3. Alors, c'est globalement celle que tout le monde a vue, je pense, notamment Gabby Williams. Gabby Williams, dont on se demandait un peu s'il en avait pas gardé sous le pied pendant la prépa, parce que elle semblait oui, en garder sous le pied tout simplement, et il s'avère que c'était probablement le cas. Là, elle était partout. Gabi était au four au moulin, elle a fini avec 12 points, 8 passes, 5 interceptions. Elle a été dominante athlétiquement, c'est une joueuse assez fantastique athlétiquement quand même, il faut le reconnaître. Grâce notamment à sa capacité à driver, là, les Canadiens n'ont jamais vraiment su l'arrêter quand elle drivait, elle a la capacité à créer derrière dans la foulée, 8 passes décisives, donc très très beau match de Gabby Williams. Ensuite Mariam Badian, qui était titulaire au poste de pivot, qui a fini meilleure marqueuse des Bleus avec 13 points, qui a été intéressante à la finition dans un secteur, comme je le disais tout à l'heure, qui semblait promis aux Canadiennes. Elle a mis ses petits shoots, elle a mis un tir extérieur, elle a eu de l'activité près du cercle. Voilà, j'ai beaucoup aimé son match. Il faut voir si elle sera capable de le répéter contre des adversaires d'un niveau encore supérieur. Et ces adversaires-là arriveront forcément à un moment face aux Bleus. Et enfin j'ai beaucoup aimé Leïla Lacan, qui dispute ses premiers Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Alors elle était là lors de la dernière compétition avec les Bleus, mais elle est clairement en train d'aspirer à davantage de temps de jeu, je trouve. J'ai adoré sa recherche constante de passes pertinentes, intelligentes. Elle essaie de créer. Il y a un côté décomplexé dans son jeu, que ce soit pour prendre des tirs ou pour chercher des passes décisives. Elle a, elle a apporté 7 points et 4 passes en 18 minutes. J'ai trouvé son impact très intéressant, et ça donne envie de la revoir. Elle a été draftée récemment, si vous avez suivi en WNBA, par le Connecticut Sun au premier tour. C'était l'une des 2 Françaises qui avait été draftée cette année, avec Carla Leight qui était dans le groupe élargi mais qui n'a pas été appelée par Jean-Aimé Toupane. Et alors heureusement, Leïla Lacan va rester un peu dans le championnat français, donc on va pouvoir en profiter, mais son premier match là contre le Canada, je l'ai trouvé vraiment très très intéressant, et clairement elle tape à la porte pour plus de temps de jeu. En parlant de temps de jeu, au rayon des déceptions, je comprends toujours pas ce qui se passe avec Iliana Rupert, qui est la seule joueuse à ne pas être entrée en jeu hier. Elle est encore jeune, mais c'est pas une débutante, c'est une joueuse qui joue dans des très bons clubs européens depuis toujours, qui a connu la WNBA, qui sur le plan du talent, c'est l'un des meilleurs talents du basket français tout simplement, et là elle n'est pas du tout entrée en jeu.
Seul Jean-Aimé Toupane a la réponse. Est-ce que c'est quelque chose d'ordre physique? Est-ce qu'elle a un pépin? Ça, on le sait pas, c'est possible. Ou est-ce que c'est un choix tactique, un choix sportif? Auquel cas, c'est un peu dommage, je trouve. Si les Bleus vont jusqu'au bout sans donner la moindre minute à Iliana Rupert, je pense qu'elle-même sera la première à se satisfaire de ça. C'est une joueuse très altruiste et collective, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, euh, mais quand même, j'ai l'impression que notamment contre d'autres équipes d'un niveau supérieur, ce serait bien d'avoir cette arme qui est Iliana à disposition. On verra si au prochain match, Jean-Aimé Toupane la relance. Le prochain match, c'est contre le Nigeria après-demain. Et attention parce que si vous aviez suivi notre preview, la preview qu'on avait faite avec Maud Stervino, j'avais dit que le Nigeria n'était pas une équipe spécialement menaçante. Maud, elle, qui connaît bien mieux son sujet que moi, avait dit que le Nigeria serait une équipe très très dangereuse. Et le Nigeria est bien une équipe très dangereuse. Les Nigérianes ont remporté le premier match de leur histoire aux Jeux Olympiques en faisant chuter l'Australie. L'Australie qui est quand même l'une des équipes favorites pour décrocher une médaille dans ces Jeux Olympiques. Et donc les Australiennes se sont fait surprendre 75-62 par le Nigeria. C'est pas du tout un hold-up. Les Nigérianes ont mené quasiment tout le match avec un bel écart à chaque fois et elles ont réussi à surprendre les Australiennes. C'est peut-être une bonne nouvelle pour l'équipe de France, mais ça veut aussi dire quand même qu'il faut se méfier très très fort de ces Nigérianes dont beaucoup évoluent dans le championnat de France. Donc elles connaissent bien les joueuses de l'équipe de France, il faudra s'en méfier, on l'a vu. 75-62 contre l'Australie, ça peut pas être anecdotique. Il y a eu une autre surprise un peu plus tard dans la journée au niveau du tournoi féminin. Je m'excuse auprès du peuple de Belgique. Vous savez que c'est une de mes équipes préférées au niveau international. J'ai tweeté juste avant que j'allais enfin pouvoir voir l'équipe dont je préfère le jeu, que je préfère voir jouer. Et évidemment, elles ont choisi ce jour-là pour proposer l'une de leurs moins bonnes prestations depuis longtemps. Et elles ont perdu 83-69 contre l'Allemagne qui, pour le coup, a fait un très gros match avec les sœurs Sabali qui ont été intraitables. L'arrière américaine fraîchement naturalisée Alexis Peterson, qu'on connaît bien aussi dans le championnat de France, a été déterminante également. Et les Allemands ont battu les Belges 83-69. Une des grosses surprises aussi de ce début de tournoi. Les Belges qui vont devoir essayer de faire bonne figure contre Team USA puis contre le Japon derrière. Ça va pas être simple pour une autre équipe qui figurait parmi les favoris pour la médaille, pour une médaille en tout cas, dans ce tournoi olympique. Il y avait un dernier match hier chez les filles avant qu'on referme le volet sur le basket féminin. Team USA donc a réussi son entrée en matière 102-76 contre le Japon. Évidemment, c'était attendu. Évidemment, Team USA n'a pas tout montré, n'a pas tout donné dans ce premier match, mais malgré ça, elles arrivent quand même à gagner largement de presque 30 points avec un effectif toujours aussi exceptionnel avec A'ja Wilson et Brianna Stewart qui se sont partagés le gros du butin offensif lorsqu'elles étaient sur le terrain. 24 points et 13 rebonds pour A'ja Wilson, la star des Las Vegas Aces, et 22 points pour la New-Yorkaise Brianna Stewart. Et après, à peu près tout le monde a contribué et a marqué au moins un panier. Ça a fait tourner de la part de Cheryl Reeve. Et les États-Unis avancent tranquillement sur leur objectif de rester invaincus et de remporter une nouvelle médaille d'or olympique. Voilà. On peut passer sur le volet masculin maintenant, sur les garçons. Je vous le disais en préambule. Je voulais parler un peu de ce qu'on attendait, de ce que j'attendais, mais je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité sur ce que doivent faire les Bleus pour convaincre davantage. Mais on est beaucoup, à mon avis, à attendre de voir des choses contre le Japon tout à l'heure à 17h15. À commencer par... je vais lister les quelques points que j'ai notés. Une meilleure entame, évidemment, parce que je pense qu'on a tous détesté le début de match des Bleus contre le Brésil. Il y avait de la tension, il y avait des errements défensifs, il y avait une incapacité à faire circuler correctement le ballon. En fait, on aimerait une équipe qui soit dans l'action et qui ne soit pas à réaction contre un adversaire qui est normalement assez nettement plus faible. Et ça passe par déjà d'être prêt d'entrée de jeu. Ça passe peut-être par la mise en place d'un 5 de départ différent. Je ne sais pas ce qu'a prévu Vincent Collet. C'est possible que ce soit le même. On imagine qu'avec l'avantage qu'ont les Bleus en termes de qualité d'effectif, Vincent Collet voudra peut-être redonner des minutes à la paire Gobert-Wembanyama qui n'a pas été incroyable sur le premier match contre le Brésil. Mais ils n'ont pas été incroyables ensemble en tout cas. L'alchimie n'a pas sauté aux yeux. Mais sur le reste, il y a aussi des questions dans le 5. Il y avait Mathieu Strazel qui était titulaire avec Evan Fournier, Nicolas Batum et le tandem Gobert-Wembanyama dont je parlais. Mathieu Strazel finalement a joué que 4 minutes et Evan a joué 13 minutes. C'est que les autres options et d'autres options ont été privilégiées par Vincent Collet, ce qui va vouloir
les utiliser d'entrée de jeu pour essayer de trouver la bonne formule avant d'affronter des adversaires d'un autre calibre. C'est la question qu'on se pose aussi avant le coup d'envoi de ce France-Japon à 17h15. Autre chose, c'est une lacune des Bleus depuis, j'ai l'impression que ça fait quand même longtemps que c'est le cas, et on voit à quel point ça fait la différence dans des matchs de haut niveau, c'est les pertes de balles. Euh, je parlais des filles de l'équipe de France juste avant, elles ont montré la voie contre le Canada, elles ont perdu 10 ballons contre 25 pour les Canadiennes, et à l'arrivée ça fait 21 points d'écart au tableau d'affichage. On a besoin les Bleus ont besoin que leurs joueurs prennent davantage soin du ballon, avec des meneurs un peu plus à l'aise pour remonter le ballon, pour éviter la pression que les adversaires peuvent mettre. Euh, Contre le Brésil, la France avait déjà perdu 19 ballons, ce qui est beaucoup, sauf que les Brésiliens en ont perdu encore plus. Mais je trouve que ce serait un calcul dangereux de se dire, bon, bah, dans tous les cas, on va en perdre beaucoup, faut juste qu'on en perde moins que l'adversaire. Euh, Ça me semble un peu dangereux contre des adversaires qui seront supérieurs, ce qui n'est peut-être pas le cas du Japon, mais c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler, je pense, pour l'équipe de France. Ensuite, j'espère, comme beaucoup, un écart un peu significatif au tableau d'affichage. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les Japonais, mais ça veut dire qu'il faut essayer de se jauger par rapport aux Allemands, qui, sans être incroyables, ont mis 20 points aux Japonais sur le premier match. Euh, les Allemands, c'est un point de comparaison intéressant. J'allais dire c'est un modèle. Ça peut être un modèle, mais c'est surtout un point de comparaison important parce que les Bleus vont, on l'espère, jouer la première place de la poule contre les Allemands au dernier match. Et c'est intéressant de voir s'ils sont capables de battre les Japonais au moins de la même manière, de montrer qu'ils ont à minima la même force de frappe et la même capacité à sanctionner une équipe qui est théoriquement inférieure quand même. Le basket n'est pas un sport mathématique. On ne peut pas affirmer que si A bat B de 20 points, que C bat B de 25, admettons, que ça voudra dire que C battra A, donc que l'équipe de France battra l'Allemagne. Mais il y a quand même besoin de prendre confiance de ce côté-là et de rayonner un peu, je trouve. En tout cas, que ça se retranscrive sur le tableau d'affichage. Il faudra quand même se méfier des Japonais, évidemment. Ils ont quand même des joueurs de qualité avec Rui Hachimura qui est passé à côté en termes d'adresse contre les Allemands. Il a shooté à 4 sur 19, le genre des Lakers. Et il sera évidemment très à surveiller par les Français. Yuta Watanabe a été bon par contre contre les Allemands, aussi un autre ex-joueur NBA qui est reparti au Japon récemment, mais le reste de l'effectif, c'est des joueurs qui jouent en ligue japonaise globalement. Dernier point, j'aimerais voir, et on aimerait voir évidemment, le vrai visage de certains joueurs. Il n'y a qu'un match de jouer, mais c'est un peu dans le prolongement des questionnements qu'on avait pendant la préparation. Il y en a deux auxquels je pense immédiatement, c'est Nando De Colo et Evan Fournier. On a vu que l'histoire de l'âge, je trouve que c'est pas justifié. Nicolas Batum a été rayonnant sur le premier match contre le Brésil. On a envie de voir la même assurance, la même efficacité dans leurs registres respectifs, en tout cas chez Nando et chez Evan. Evan avait plutôt montré de bonnes dispositions dans le début de match contre le Brésil, même si du coup collectivement ça n'allait pas. On le sentait plutôt entreprenant et il a disparu petit à petit et c'est d'autres joueurs qui se sont mis en avant. Pour Nando, c'était un poil plus décevant. Il a joué que 6 minutes, différentiel de -5. Ça n'a pas incité Vincent Collet à le relancer ultérieurement. Je persiste à croire que la France serait infiniment plus dangereuse avec un Nando De Colo en jambes, capable d'avoir un temps de jeu solide, de la confiance pour être le playmaker qui pour l'instant manque à cette équipe, indépendamment des qualités qu'ont nos arrières. Franck Nilikina a fait un match intéressant. On a vu d'autres joueurs se mettre en lumière sur le premier match, mais voilà, on espère que ce match-là face au Japon permettra de le relancer et permettra aux Bleus d'avancer sur une bonne dynamique et avec confiance avant le dernier match qui s'annonce déjà très 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 chaud contre l'Allemagne, contre les Allemands. Il y a d'autres matchs au programme de cette belle journée de basket chez les garçons. Il y a dès 11h, donc dès que vous aurez fini de regarder ce CQFR probablement, il y a un Espagne-Grèce, deux institutions du basket européen, deux équipes qui ont perdu leur premier match et qui déjà doivent disputer un match crucial pour espérer être au moins un meilleur troisième, parmi les meilleurs troisièmes. Donc à 11h, Espagne-Grèce, toujours du côté du stade Pierre-Mauroy. Dans la foulée, le match que moi j'attends le plus personnellement, un choc entre les deux favoris du groupe de la mort, l'Australie et le Canada, deux équipes qui ont gagné leur premier match, 13h30, entre des Australiens qui avaient été très impressionnants contre l'Espagne, je trouve, avec un excellent Josh Giddey notamment, des Canadiens qui se sont fait un peu peur contre les Grecs,
mais qui finalement ont réussi à prendre le dessus. Shai Gilgeous-Alexander avait été clutch. Ça va être une très très belle opposition qui va permettre de voir en action deux des favoris pour une médaille en tout cas de ce tournoi. Et donc deux rivaux potentiels pour l'équipe de France dans cet objectif de décrocher une médaille à domicile à Paris. Dans la foulée, 17h15, France-Japon, comme je vous l'ai dit. À 21h, le match de clôture entre l'Allemagne et le Brésil. Deux équipes qui... Bon, normalement, là aussi, il y a un avantage net pour les Allemands. Attention aux Brésiliens, on a vu que sur quelques passages, ils pouvaient être dangereux. Je crois quand même que les Allemands ont une marge de manœuvre importante pour dominer les Brésiliens. On verra ce que ça donnera à 21h. On cracherait évidemment pas sur une petite surprise et une défaite des Allemands, mais la plus probable, c'est quand même que les Allemands gagnent ce match contre le Brésil. Voilà pour le programme du jour. Demain matin, CQFR. Ce soir, je ne peux pas vous promettre encore qu'il y aura une late session sur Twitch. Je vais essayer d'être là. Vous serez avertis, vous avez juste à mettre l'alerte sur Twitch. Comme ça vous indique dès qu'on est connecté lorsqu'on fait la late session avec Antoine et les autres. Ce soir, c'est possible que je sois là, mais je ne peux pas encore vous le garantir. Donc, restez quand même vigilants si vous avez envie de venir discuter. Et si la late session est maintenue, ce sera vers 23h, pardon. Du coup, dans la foulée d'Allemagne-Brésil. Et dans tous les cas, on se retrouve demain matin pour parler du match des Bleus, pour débriefer un peu tout ça, et éventuellement discuter de l'actu ailleurs qu'au tournoi olympique. Là, cette nuit, il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y a pas eu de signature ou de grosses rumeurs à analyser. Je vous dis à demain, passez une excellente journée et très très bon match à tous. Le programme est alléchant. Bye bye.